Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Top Sport pour parler de la 8e journée de Pro League. Alors autour de moi, 4 consultants. Philippe Van de Waal, plus de 450 matchs en Jupiler Pro League, 8 matchs avec les Diables, dont un en Coupe du Monde, c'est correct? Plus ou moins, parce que Wikipédia, c'est pas toujours la vérité, hein. Au total, plus ou moins 500-600 matchs et une trentaine de sélections en équipe nationale. À tes côtés, Xavier Thirion, suiveur du Sporting d'Anderlecht pour Sud Info. Bonjour Xavier. Salut François. Et de l'autre côté de la table, pour Sud Info aussi, le suiveur du leader de Challenger Pro League, le RWDM, Julien Denoël, bonjour. Bonjour. Et Bruno Govers, vice-président de Sport Presse. Bonjour Bruno. Salut François. Et on va commencer avec toi, Bruno. Quel est ton homme du week-end pour cette 8e journée de Pro League? Ce sera Brian Hanen, le milieu de Genk. Pourquoi? Il en est à 300 matchs, 27 ans, le clubman parfait en fait. Il a fait ça sur la pointe des pieds, mais on a encore vu lors d'Anderlecht Genk, c'est un type au milieu de terrain, il aurait sa place à Anderlecht, les doigts dans le nez. Il n'est pas le seul d'ailleurs, mais bon, voilà. Je trouvais que la race des clubmen, comme Philippe l'a été, c'est le genre de choses qui disparaît de plus en plus. Et là, franchement, on en a un exemple parfait. Julien, pour toi, ton homme de cette 8e journée de Pro League? C'est Gendelman, le joueur de la Gantoise, auteur d'un doublé ce week-end, et qui fait un très bon début de saison. Je trouve que ça a des garçons qui symbolisent un peu le très bon début de saison de Gand. Et voilà, ces 2 buts, ça cristallise un peu toute cette bonne ambiance, cette bonne dynamique dans laquelle est la Gantoise. On est passé à Genk, à la Gantoise. Xavier, de ton côté Moi, l'homme de week-end, c'est plutôt un système, c'est plutôt l'arbitrage en général. Ouais. Quand je vois la faute de Burgess non sanctionnée lors de Standard Union, je n'arrive pas à comprendre. Et si le VAR n'est pas capable d'intervenir pour ça, alors pour moi, il ne sert à rien. Philippe, ton homme du week-end? Je vais déjà mettre un S. J'ai pensé à 2 hommes. Premièrement, Felice Mazzu, parce que je trouve qu'il a réussi à donner une certaine dynamique, accouplée au résultat avec Saint-Tron. Donc ça fait toujours plaisir parce qu'il a vécu les mois et les années avant. Et deuxièmement, je resterai dans le derby des Flandres avec le gardien, mais pas celui de Bruges, celui de Gand maintenant, Davy Roof. Il en a déjà bouffé pas mal les dernières années. Chaque fois, un titulaire qu'on allait chercher parce qu'on trouvait que si et que ça, que c'était pas assez. Mais je pense que maintenant, il a quand même fait une grosse rencontre. Et quand tu arrives à gagner à Bruges pour la Gantoise, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Xavier, on va revenir vers toi pour parler du Sporting d'Anderlecht. La semaine dernière, Brian Rimmer a été licencié après la défaite contre Genk. Une première question pour parler de ce licenciement. Est-ce que finalement, Anderlecht n'aurait pas dû virer Brian Rimmer plus tôt et même peut-être avant le début de la saison? Je pense que oui. Pas parce que j'ai quelque chose ou quoi que ce soit contre Brian Rimmer, loin de là, mais on peut en parler avec tous les suiveurs d'Anderlecht. L'été dernier, déjà, on se disait, au mois de mai, après les playoffs, Rimmer ne tiendra pas au-delà du mois d'octobre. Il n'a pas tenu au-delà du mois de septembre. C'était vraiment à prévoir parce qu'Anderlecht avait donné son maximum l'année passée. Rimmer avait quand même mis en place une très bonne organisation, un très bon groupe, une bonne atmosphère dans le vestiaire. Mais au-delà de ça, je pense qu'il n'y avait pas moyen d'aller avec ce groupe-là. Philippe, toi qui suis pas mal le football belge, qui est-ce que tu verrais à la tête du Sporting d'Anderlecht? Déjà, je pars du principe que je m'abstiendrai d'aller chercher ailleurs ce qu'on a peut-être chez nous. Je veux dire par là, peut-être choisir la piste d'un entraîneur belge. Il y en a assez qui sont sous contrat à gauche, à droite, et il y en a pas mal non plus qui cherchent un boulot. Et par hasard, j'étais invité à l'équipe de 87 brugeoise quand on a joué contre le fameux match contre Dortmund. On était invité à Bruges pour ce match. Et je voyais Hugo Bros. Et je vois le gars quand même, qui est quand même une icône anderlechtoise. Il a joué un peu à Bruges, mais bon. Mais je pense plus à un gars comme ça. Il est maintenant entraîneur de l'équipe nationale de l'Afrique du Sud. Mais je pense que les joueurs ont besoin d'avoir quelqu'un devant eux de crédible, d'expérimenter, ce qui est d'ailleurs le cas d'un Hugo Bros, et qui peut tenir le gouvernail à lui tout seul. Et éventuellement, par exemple, je donne un exemple, mais c'est personnel, avec un adjoint qui connaît la maison, un Crasson, un De Schracht, ce sont des gars qui ne demandent pas mieux de commencer leur carrière, ou bien, pourquoi pas, un gars qui connaît aussi la maison, un Frankie Vercotteren, qui sera bientôt libre. Bon, maintenant, je ne sais pas les relations en interne, si c'est vraiment la bonne personne. Je pense que tu peux oublier. Je pense aussi, mais je vois plus un entraîneur belge déjà,
qui connaît la maison, l'Institut Anderlecht. Julien, est-ce que tu es d'accord, un profil à la Hugo Broos, un entraîneur expérimenté, ou tu irais peut-être sur la, entre guillemets, nouvelle génération de coach? Non, je pense que dans la situation d'Anderlecht, un entraîneur comme Hugo Broos, ce serait l'idéal. Il a de l'expérience, il connaît la maison et il a une stature, vraie statue qui s'est forgée ces dernières années en Afrique, même s'il l'avait déjà en Belgique. Il aurait une autorité naturelle en fait, pour un groupe et cette qualité technique, on les connaît. Donc je pense que ce serait le candidat idéal dans ce rôle-là. David Hubert a entraîné contre le Sporting de Charleroi. On sait qu'il avait les U18 du Sporting d'Anderlecht avant. Bruno, est-ce que tu imagines voir David Hubert continuer comme Nicky Hayen l'avait fait à Bruges la saison dernière? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a trop d'enjeux ici cette saison pour Anderlecht. Attention, je pense que David, j'ai vu quelques fois avec les futurs, en tant que joueur, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui a les épaules solides, mais d'un autre côté, Anderlecht n'en fait pas mystère. Ils veulent trouver quelqu'un, mais ils vont se donner le temps. Donc ils vont vraisemblablement patienter jusqu'au break international pour trouver la perle rare. Et là, je rejoins ce que Philippe a dit. Je pense que le championnat belge, nous, on voit ça avec nos yeux de journalistes, mais quand tu entends les commentaires des étrangers, c'est un championnat qui n'est pas facile, qui a cette spécificité. Alors quand tu vas chercher ailleurs, bon, si c'est pour du long terme, ok, tu peux comprendre, mais ici c'est du court terme. Je veux dire, Scott Parker à Bruges, il est tombé, il savait pas à quoi s'attendre. Tu as eu un entraîneur italien à Saint-Tron, le gars, il savait pas non plus ce qu'il devait faire. Alors je pense que, comme dit Philippe, il y a assez de bons Belges encore sur le marché. Et pourquoi ne pas jouer cette piste-là? Xavier, tu verrais aussi un entraîneur belge, toi? Oui, c'est très certainement. Enfin, je pense qu'Anderlecht ferait le bon choix en prenant un Belge. Et au-delà du T1, il faut une présence, pour moi, beaucoup plus prononcée anderlechtoise dans le staff. Ouais. Et à ce titre-là, bon, David Hubert n'est pas Anderlecht depuis très longtemps, mais enfin, il a le cœur anderlechtois, il est quand même là depuis 2-3 ans. Une info importante, c'est qu'Anderlecht compte vraiment sur lui pour la suite dans le staff de l'équipe première. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le T1 qui arrive, il restera dans le staff. Mais, ça, je pense que c'est déjà un pas en avant. Non, pas comme entraîneur principal. Philippe, est-ce qu'on peut dire que la pression est vraiment sur les épaules de la direction et que, vu un peu l'ambiance qu'il y a, on l'entend souvent, les sifflets lors de ces derniers matchs d'Anderlecht, ici, la direction, Van den Hout, Fredberg, ils ne peuvent vraiment pas se louper. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, mais c'est aussi un peu une mode maintenant qu'une partie des décisions sont revenues chez les supporters, ce que je trouve un petit peu bizarre par moment. Maintenant, il est clair qu'ils n'ont pas tout à dire non plus. Ils ont voulu mettre Rimmer dehors. Disons que les supporters ont reçu ce qu'ils avaient prétendu. Maintenant, il est clair que tu n'as pas le choix. Ils doivent tirer dans le mille maintenant. Et je pense qu'en faisant une action forte avec un entraîneur de renom, avec un challenge, non pas à court terme, mais à moyen, si pas à long terme, il faut quelqu'un qui a certainement les épaules solides. Est-ce que tu penses que les supporters d'Anderlecht ont trop de pouvoir? Pas nécessairement ceux d'Anderlecht. Je pense que c'est un peu... je veux dire, même en Europe, quand tu vois... je ne veux pas non plus comparer mon époque quand on jouait, parce que c'est presque deux sports différents. Mais pour te dire, nous, après un match normal de Jupiler League, on ne faisait jamais un tour d'honneur. Nous, on faisait un tour d'honneur. Le mot le dit lui-même, quand tu gagnes un trophée, quand on était champion avec Bruges ou quand tu gagnais la coupe, là, on faisait un tour d'honneur. Maintenant, tu es obligé par le club de faire un tour d'honneur et d'aller quasi donner la main à tout le monde, merci d'être venu. Et si tu es battu, d'aller te faire cracher dessus parce que tu n'as pas fait ton boulot. Alors là, mi figue, mi raisin, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, mais bon, c'est le football actuel. Julien, après son match nul contre Charleroi, le Sporting d'Anderlecht est 6e. Est-ce que tu penses que cette équipe actuellement mérite d'être dans le top 6? Je pense qu'une équipe qui prend ses poids mérite d'être là où elle est, simplement. Donc Anderlecht est 6e actuellement, c'est qui mérite cette place-là, mais il faut regarder le classement, c'est ultra serré. Entre le 2e, 3e et la 12, 13e place, ça se tient en un mouchoir de poche. Donc peut-être que la semaine prochaine, ils seront 11e. Donc oui, je pense que 6e c'est mérité, mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre très vite. Qu'est-ce qu'il faut changer justement pour que la dynamique devienne enfin positive dans le jeu d'Anderlecht? Mais on a parlé de l'entraîneur, on a parlé des supporters, il faudrait peut-être parler des joueurs aussi. Bon, Xavier et moi, on a tout vu depuis le début de la saison. Déjà, Kosemans, qui est le meilleur joueur jusqu'ici, Philippe va être d'accord pour moi.
quand tu es Anderlecht ou Brugeois, c'est pas possible que ton gardien soit le meilleur joueur. Tant mieux pour lui, parce que bon, c'est un gardien qui a aussi été souvent décrié, un peu le même récit que David Roof, et finalement on se rend compte qu'il a quand même des qualités. Alors au-delà de lui, tu as encore Struikens qui répond à l'attente. Dans une moindre mesure, il y a peut-être Dundonker et Dozy, mais tout le reste c'est affligeant. C'est affligeant. C'est bizarre quand même, non? Quand tu vois un gars comme... Enfin, moi je vois ça de distance, je ne connais pas le club à l'intérieur, mais un gars comme Léonie, il a quand même tout pour être la plaque tournante d'un Anderlecht, aussi bien sur le terrain qu'à côté, dans sa communication avec la presse, dans les médias. Sur le terrain, certainement, ses qualités techniques et tactiques, pour moi, il est... N'oublie pas, Philippe, qu'il a déjà 24 ou 25. Il a vraiment explosé seulement la saison passée, donc il est dans la saison de la confirmation, qui est souvent la plus difficile. Et Anderlecht ne tourne pas bien. C'est encore plus compliqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est passé à l'interview à la télé, et lui-même reconnaît qu'il est dans une moindre période. Et bon, compte tenu de ce qu'il a apporté, tu peux dire il y a encore une marge de progression. Exactement. Là où ça m'inquiète beaucoup plus, c'est quand je vois Jari Verskaren. Là, ça m'inquiète vraiment parce que lui, il a 23 ans. Il y a 3 ans, c'était vraiment le coming man. Et ici, franchement, il est méconnaissable. Sa grosse blessure. Oui, je suis d'accord. Il arrive à passer un cap et à revenir à son niveau qu'il avait il y a 3-4 ans. Oui, mais c'est toujours des gars qui se donnent. C'est ça qui me plaît dans des gars comme Léonie, Verskaren et tout ça. C'est des gars qui se donnent. On ne peut pas dire ils n'ont pas mouillé le maillot et tout ça. Et ça, j'ai trouvé maintenant, leur dernier match, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine dynamique positive. J'ai trouvé par rapport à il y a quelques semaines. Bon, évidemment, le résultat ne suit pas toujours, mais ça peut être l'élément déclencheur d'avoir des résultats positifs. Moi, ce qui me pose question dans le jeu d'Anderlecht, au-delà de la qualité du noyau dans son ensemble, qui est quand même un peu limité pour moi cette saison, c'est les prestations de Zanka, les prestations de Simic. Donc, pour relancer le jeu depuis l'arrière, c'est une catastrophe. Et les problèmes d'Anderlecht dans le jeu, pour l'instant, proviennent essentiellement de là. Et on l'a vu lors des 2 matchs ici, contre Charleroi et contre Genk. Et c'est justement après le match contre Genk que Rimmer a été licencié. Philippe, est-ce que le Racing Genk, qui vient d'enchaîner avec une nouvelle victoire, est-ce que ce ne serait pas le grand favori pour le titre cette saison ? Possible, c'est encore très tôt. Quand on voit, on ne va pas prendre l'exemple de Bruges l'année passée qui ne l'était pas à un certain moment, donc loin dans la saison et qui pour finir joue quand même champion. C'est encore trop tôt. Tu es toujours ouvert aux problèmes de blessures, de suspendus, de méformes, etc. Mais je pense que Genk, non pas cette année, mais chaque année est un prétendant au titre. Par quoi ? Par leur stabilité, leur régularité. Et c'est un club qui mériterait de frapper à cette fameuse porte de champion. Justement, Julien, cette régularité que Bruges n'a pas pour le moment, est-ce que tu penses que Genk a les épaules peut-être pour le moment plus solides que Bruges en vue du titre ? Les chiffres ne mentent pas. Genk, c'est 5 points perdus depuis le début de la saison. C'est une qualité offensive qui est impressionnante, défensivement aussi. Ils n'ont pas perdu grand monde à l'intersaison et je pense que c'est ça qui fait aussi pas mal la différence, c'est qu'ils sont sur une stabilité depuis quelques saisons et notamment depuis l'année passée où ils avaient manqué les playoffs de justesse. Et ici, ils sont dans la même dynamique qui avait été la leur en fin de saison dernière. On va passer du côté de l'Union qui n'arrive toujours pas à marquer. Un seul but inscrit sur les 6 derniers matchs et c'était sur penalty. Actuellement une 13e place avec un seul point d'avance sur les relegation playoffs. Xavier, est-ce que le mot crise peut entourer cette équipe de l'Union ? C'est toujours difficile à dire pour l'Union, je ne suis pas le club de près, mais j'ai toujours l'impression, vu de l'extérieur en tout cas, que la pression est moindre là-bas, nettement moindre qu'un dans un club comme Anderlecht par exemple. Mais je pense que quand même tout doucement ça va commencer à poser problème vu les 3 dernières saisons qu'ils viennent de vivre et les attentes des supporters. Bruno, qu'est-ce que tu penses du fond de jeu de l'Union qui est pas mal, mais voilà, cette équipe n'arrive pas à marquer. Mais en fait, dans une moindre mesure, on peut répéter ce qu'on a dit pour Bruges, c'est-à-dire que dans le jeu, c'est pas si mal que ça, mais tu as un terrible problème d'efficacité. Maintenant, Bruges, eux, ils ont pu pallier tout ça avec les noms qui restent. Mais quand je vois l'Union, Van Zer qui est parti, Undav qui est parti, Boniface qui est parti, Nilsson qui est parti, Amoura, à un moment donné, il faut quand même donner le temps pour que cette sauce reprenne. Et voilà. Mais comme le dit Xavier, je pense qu'on est un peu plus bienveillant avec l'Union qu'avec d'autres clubs, parce que chacun s'accorde à dire, quand tu vois ce que l'Union a fait ces dernières saisons,
ça a été au-delà des espérances, franchement. Ici, oui, peut-être qu'ils doivent reprendre un certain élan, mais je trouve que dans le jeu, face à Anderlecht, honnêtement, Anderlecht s'en tire vraiment d'une manière miraculeuse. Mais voilà, tu dois marquer le peu d'occasions que toi, tu dois les transformer. Et quand en plus de ça, contre Anderlecht, tu as un penalty et que tu fais une panenka où le gardien a 36 fois le temps de se relever et reprendre le ballon, je pense que là, tu as un problème. Oui. Philippe, est-ce que tu penses que l'Union va... Voilà, est-ce que la mayonnaise va prendre du côté de l'Union ou c'est peut-être une saison après 3 belles saisons qui sera moins bonne que les précédentes? On est habitué, comme Bruno le dit, on est habitué à beaucoup de belles choses à l'Union qui étaient inespérées au début. Il ne faut pas oublier non plus que tu es avec un jeune entraîneur qui n'a quasi aucune expérience en D1. Ouais. Et comme tu le dis très correctement, quand tu vois les noms Amoura, Puertos, Nilsson qui est parti à Bruges, ils ont simplement perdu leur meilleur joueur avec un grand S. Donc voilà, et j'entendais Anthony Maurice qui joue à un certain bon niveau depuis quelques saisons, qui avait l'air un peu de pointer de l'efficacité offensive, en disant ouais mais on joue bien mais on ne marque pas. Mais quand il te manque, je ne vais pas dire ton axe central déterminatif, sans parler de Nilsson qui est parti à Bruges, etc., ça fait quand même beaucoup, je trouve. L'Union qui n'a pas réussi à marquer contre le Standard qui a enchaîné une 6e clean sheet en 8 matchs. Est-ce que, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, mais est-ce que le Standard pourrait être la belle, le beau club de la saison et peut-être accrocher ce top 6 en fin de phase classique? Je pense pas. En vrai, je pense pas. La défense fait le taf. Contre ce week-end, ils ont eu quand même pas mal de chance. Il manquait Bates qui n'était pas là et on voyait la différence au niveau physique. C'était un peu compliqué. Il y a encore eu un très, très, très grand Mathieu Epolo qui s'est fait une grosse frayeur, mais on dit souvent que les grands gardiens ont de la chance. Et voilà, le gamin, c'est sa première saison en D1, il fait une 6e clean sheet. Mais le problème, c'est devant. Il y a Zekiri qui est arrivé, il y a Eckert aussi. Il faudra un peu laisser le temps que la sauce prenne, mais voilà, 2 hommes, ça me semble peu pour arriver à amener le danger quand le danger est amené, quoi. Donc, je pense pas que le Standard va être un candidat au top 6, mais je n'ai pas l'impression non plus qu'ils seront finalement une équipe qui va jouer le maintien comme on pouvait. Mais c'est pas non plus le but principal, je trouve, au Standard, qu'ils doivent être dans le top 6, déjà, ils doivent se refaire une santé, déjà, après tout ce qui s'est passé, je veux dire, on va dire les 3-4 dernières années, il faut être sincère, qu'ils se refassent une santé, qu'ils fassent une saison sans trop de problèmes, s'ils terminent 8e ou 11e, mais c'est bien, quoi, que tout le monde soit bien, que le club soit géré d'une façon logique, on va dire, parce que quel club peut se permettre de dire « Ah, nous, on est clean », je ne sais pas. Mais le Standard a besoin de se refaire une santé. Et c'est chouette de les revoir maintenant là-haut dans le classement. Et d'autant qu'avec le contexte hors sportif qu'on connaît, avoir une saison où finalement il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, exactement. Ce serait bien. Ça permettrait d'un peu reconstruire calmement et, sans être dans le stress et d'avoir une saison où en fin d'année tu peux te dire ok, on a des bonnes bases, on peut construire et pas se dire il faut changer tout. Je me retourne vers l'ancien grand gardien. Est-ce que Mathieu Epolo est actuellement le meilleur gardien de cette Pro League? Je ne suis pas tellement un fan de dire celui-là numéro 1, celui-là 2, celui-là 3. Non. C'est un talent. C'est un talent qui va devoir, au fil, je ne vais pas dire des années, mais au fil des mois à venir, prouver que c'est un gardien de D1. Ça me fait un peu mal quand je vois la situation d'Arnaud Baudère, parce que lui, il est tombé de 3 étages, mais il est encore, indirectement, il tombe encore plus bas parce qu'il n'a pas su réussir de transfert. Ça me fait un peu mal, mais bon, c'est le football actuel, c'est comme ça qu'il va à la chasse perd sa place. Et tant mieux pour Epolo qui est en train de gagner ses galops. Avant de se tourner vers la 9e journée de Pro League, certains clubs joueront en Europe. L'Union contre Fenerbahçe à Istanbul. Est-ce que, Xavier, tu penses que l'Union a une équipe pour aller à nouveau loin dans cette compétition? À l'heure actuelle, non. On l'a dit déjà longuement. Il n'y a pas eu de miracle lors de ce mercato d'été-ci, alors qu'il y en a eu durant ces 3 dernières saisons. Enfin, un miracle et aussi du très bon travail de la direction. Mais voilà, on ne peut pas réussir à tous les coups. Je pense que là, ils ne sont pas armés pour faire quelque chose au niveau européen. Bruno, Anderlecht qui joue contre Ferencváros la veille. Est-ce que tu penses que ce match arrive peut-être un peu trop tôt? Voilà, David Hubert sera encore certainement à la tête de cette équipe. Comment est-ce que tu vois ce premier match européen pour le Sporting? Je pense que ce sera dur. Déjà contre Minsk, c'était pas évident, alors que ce n'était entre guillemets que le Dynamo Minsk. Bon, Ferencváros, c'est encore une autre dimension. Je pense pas qu'en un court laps de temps, il y ait moyen de changer beaucoup.
je pense qu'il y a une grande part qui doit venir des joueurs eux-mêmes. Donc Léoné a dit, oui, je suis dans une mauvaise passe, mais je travaille, je veux m'améliorer. Je pense que si chacun a déjà cette mentalité-là, et comme dit Philippe, vouloir aller jusqu'au bout, jouer pour les supporters, jouer pour le club, montrer qu'on est derrière l'entraîneur, montrer qu'on est derrière la direction, mais c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Ouais. On avait commencé la semaine dernière avec les pronostics, et c'était sur Anderlecht Genk. On va partir sur les pronostics Anderlecht Ferencváros. On commence avec toi, Xavier. Un score? Je vais dire 1-0. En n'oubliant pas que Ferencváros reste, Bruno est bien placé pour le savoir, un traumatisme dans l'histoire du club. En 1995, Anderlecht s'était fait éliminer au préliminaire contre Ferencváros que personne ne connaissait, préliminaire de la Ligue des Champions. Et Anderlecht avait changé d'entraîneur à l'époque, donc puisque c'est Neumann Raymond était Goethals. resté 2 mois et Goethals était venu faire un dépannage de 15 jours, mais ça n'avait pas suffi. Non. En sachant que Ferencváros, pour le moment, ils cartonnent en matchs, Hongrie 5 avec 15 sur 15, ils sont au top. Ouais. Hein. Et justement, Philippe, un pronostic pour cette rencontre? Je vais caresser le chien dans le sens du poil, je vais pour un 2-0, question de confiance, question de... que les gars se sentent bien peut-être avec David Hubert, ils ont envie de montrer aussi, ça pourrait servir de tremplin pour cette résurrection, on va dire, en championnat. Donc pourquoi pas être concentré et comme tu dis, mouiller le maillot, y aller et avoir un résultat positif. Bruno, tu es aussi confiant que de l'autre côté de la table? Peut-être pas 2-0, mais ouais, peut-être je rejoins Xavier, un petit 1-0. C'est ce que Nilsson Angulo n'a pas su faire ici lors du dernier match. Peut-être qu'il le fera contre les Hongrois. Voilà. Dans la nouvelle formule, c'est le match qu'Anderlecht doit absolument gagner. Ils doivent en gagner 2-3 absolument pour essayer de survivre et celui-là, ils doivent le gagner. Julien, on finit avec toi en pronostic. Je ne vais pas aller de manière très différente, mais je vais dire aussi 1-0. Peut-être sur un exploit individuel de Stroikens ou quelque chose comme ça, qui s'érige encore une fois en sauveur d'Anderlecht. Et on va rester avec toi. Dernière question sur le football belge, mais on va descendre d'un échelon avec le Challenger Pro League. Molenbeek qui a encore gagné. Molenbeek qui est parti pour remonter directement en Division 1. Dans l'état actuel des choses, ils ont 13 points sur 15. Ils jouent de manière très convaincante. Mais voilà, il n'y a que 5 matchs qui ont été joués. La Louvière est aussi à 13 points sur 15. Donc c'est aussi un candidat pour le moment sérieux. Mais voilà, vu ce que Molenbeek montre, ils sont un des candidats, mais il faudra voir sur la longueur. Pour le moment, je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Il faudra voir qu'il y aura eu des matchs contre plus d'adversaires qui ont été joués. On va passer sur le football étranger et un petit passage en Liga avec Thibaut Courtois qui est revenu un peu sur l'affaire des Diables Rouges et il a dit qu'il ne se sentait plus chez lui tellement l'entraîneur l'avait attaqué frontalement en racontant des mensonges, propos avancés par Thibaut Courtois. Philippe, encore une fois, je me tourne vers toi et ta casquette d'ancien gardien. Qu'est-ce que tu penses de toute cette polémique autour du cas Courtois qui est un des meilleurs gardiens mais que la Belgique ne peut plus utiliser? Écoute, j'ai eu l'opportunité et l'honneur de travailler pendant 3 ans et demi avec lui en équipe nationale. Il est clair que c'est un des meilleurs gardiens du monde, si pas le. Ça je laisse ça aux spécialistes. Mais de toute manière, il a fait une bourse ce week-end. Ça ne m'atteint même pas parce que ça prouve que c'est un humain et pas un robot. Donc voilà, c'est tout à fait légitime qu'il fasse de temps en temps une bourde. J'en suis même content parce qu'autrement, ce ne serait pas normal. Quant à l'affaire Tedesco, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé. Ce qui me fait d'un autre côté plaisir, c'est que lui-même dit maintenant, ok, ça va plus loin que cette histoire de brassard. Donc tout compte fait, on ne sait jamais et on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé. Maintenant, je trouve aussi, il a pris sa décision de dire j'arrête en équipe nationale, mais moi j'aimerais bien que ça s'arrête complètement, parce que chaque semaine ce sont comme des épisodes, oui mais il a dit que ça va, et puis Tedesco, je ne l'ai pas encore entendu beaucoup réagir à ce propos-là, c'est comme si lui il avait terminé ce chapitre. Moi j'aimerais bien aussi que Thibaut dise voilà, ok, je suis numéro 1 à Madrid, je suis numéro 1 peut-être mondial, et l'affaire Tedesco, point à la ligne, parce qu'à la fin ça devient un peu les feux de l'amour. Ouais. Xavier, tu es d'accord, on en fait trop de cette affaire Tedesco? Oui, je pense. Enfin, c'est plutôt l'affaire Courtois, mais justement, au-delà de l'affaire Courtois, je pense qu'il y a tout doucement un cas Tedesco qui se pose quand on voit les résultats des Diables ces derniers temps, l'atmosphère qu'il y a dans le groupe, De Bruyne qui dit stop, etc. Ça pose quand même question pour l'avenir de la Belgique avec cet entraîneur-là. Bon, il a été
reconduit, donc ça va poser problème encore plus. De la Liga, on passe à la Première Ligue avec le choc entre Arsenal et Manchester City, avec un Diable Rouge qui s'est mis en avant d'une pas très bonne manière, cette carte rouge de Leandro Trossard. Ouais. Bruno, qu'est-ce que tu penses de la carte et voilà, de ce moment choisi par le Diable pour faire ce qu'il a fait? Tu peux avoir des réactions, on a parlé des réactions du footballeur qui se fait insulter, etc., qui reçoit de la bière, qui fait un bras d'honneur. Écoute, il y a des choses qui se passent sur le terrain. Toi, tu es là en tribune, tu n'entends pas, etc. Donc, voilà, je pense que Trossard, à 29 ans, il connaît quand même un bout du football et de ce qui se passe sur le terrain. Oui, si tu fais un geste déplacé ou qui n'est pas catholique, entre guillemets, automatiquement, oui, tu te pénalises et tu pénalises les tiens. Même si dans ce cas-ci, finalement, ils ont quand même limité la casse, quoi. Dernière question, et ce sera pour Philippe. On en a déjà parlé la semaine dernière de Vincent Kompany au Bayern de Munich. Tout roule pour le moment pour lui. Voilà, comment est-ce que tu vois un peu ses débuts? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il réussisse de la sorte? Alors moi, je ne vais pas dire que je suis bien placé parce que je ne suis qu'un simple fan du Bayern depuis très longtemps. Mais quand on a dit qu'on a officialisé la venue de Vincent au Bayern, j'étais confiant. Pour la bonne raison que Vincent, donc j'ai aussi côtoyé en tant que joueur en équipe nationale, mais ce n'est pas un secret que Vincent est un gars qui a bien la tête sur les épaules, qui est intelligent, aussi bien en dehors que sur le terrain, en tant que joueur et maintenant comme entraîneur. Il a cette expérience qu'il a toujours travaillé avec des gars, avec des stars, que Guardiola, c'est lui tout compte fait, Guardiola qui l'a proposé au Bayern, via la porte de derrière, mais bon, c'est pas n'importe qui non plus au Bayern quand tu vois le dirigeant. Et moi, ça ne me surprend pas. Maintenant, il a l'habitude aussi de gérer des stars, parce qu'il en a une lui-même. Et il sait bien, avec des Kane qu'il a encore joué, de Thomas Müller qu'il a joué dans le temps quand lui jouait à Hambourg. Donc ça ne m'étonne pas, mais les résultats m'étonnent quand même. Parce que bon, le nombre, quand on voit, c'était contre qui là Zagreb. Oui, contre Zagreb. On dit, ouais, mais c'était Zagreb. Oui, mais tu es quand même en Champions League. Tu fais 9-2. Donc, ouais. Mais 9-2, c'est le record de l'histoire en Champions League. Le record d'un entraîneur en Champions League. Ils gagnent tout pour le moment. J'ai vu le match en direct contre Brême ce week-end. Mais ils ne vont pas gagner 0-1. Hein. C'est de nouveau 5 brosses qu'ils mettent là. Hein. Et de la façon, ils auraient pu en mettre 8. Donc moi, je pense que Vincent, il n'est pas bien parti avec son train. Il est sur le TGV là. Oui. Et on verra lundi prochain. On en reparlera autour de ce foot étranger, de la Pro League aussi, en regardant si Anderlecht a levé la tête, si le Standard continue de ne pas encaisser et si Lyon parvient enfin à marquer un but. Merci beaucoup et à lundi prochain. Plaisir. Merci. Au revoir.